4 mois de prison, dont 12 mois ferme pour le magistrat Sawadogo et son acolyte. Le verdict de l'affaire dite des 70 millions est tombé hier dans la nuit. Aucune charge n'a été retenue contre les deux accusés pour délit de diffamation. Compte rendu du procès à suivre dans ce journal. Bazemse devient Sébastien Bazemo, un changement d'identité avec un nouveau challenge pour le styliste, modéliste, ambassadeur du Cocodonda. Sébastien Bazemo est l'invité de ce Midi Magazine dans sa rubrique Culture. Rebond du Covid-19 en Europe, l'Allemagne durcit les mesures préventives. Idem en France et au Royaume-Uni qui décident d'imposer une quatorzaine aux voyageurs venant de la France. Tour d'horizon en fin d'édition. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Cette triste nouvelle avant de développer ces titres. Le grand imam de Djibo a été retrouvé mort ce matin selon des sources locales. Le corps sans vie de Saïbou Sissé, 73 ans, a été retrouvé à Tiléré, un village situé à 4 km de Djibo. Mardi dernier, le grand imam de Djibo, également président de la communauté musulmane du Soum, avait été enlevé par des hommes armés alors qu'il revenait de Ouagadougou. Toujours par rapport à cette nouvelle, ce communiqué qui vient de nous parvenir, le gouvernement informe l'opinion nationale que le grand imam de Djibo, province du Soum, président de la communauté musulmane du Soum, M. Saïbou Sissé, enlevé le 11 août dernier à Gasgende, province du Soum, par des hommes armés terroristes, a été retrouvé assassiné ce 15 août 2020 dans le village de Tiléré, province du Soum. Le gouvernement condamne cet acte lâche et barbare. Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour retrouver les auteurs de cet ignoble assassinat afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Le Burkina Faso perd un digne fils engagé dans la construction de la paix et du vivre ensemble entre les Burkinabés. Le gouvernement salue la mémoire de l'illustre disparu et présente en son nom et au nom de l'ensemble du peuple burkinabé ses condoléances les plus attristées à la famille du disparu, à la communauté musulmane et à la population du Soum. Le gouvernement réaffirme son engagement ferme et déterminé à poursuivre la sécurisation de l'ensemble du territoire national au bénéfice du vivre ensemble légendaire qui caractérise notre pays. Rendons-nous à Houndé où le Premier ministre a rencontré les populations à l'image de celles du Kénédougou et du Oué. À bâton rompu et sans langue de bois, les deux parties ont échangé sur les problèmes de développement de la province. Synthèse avec Mané Kahien et Ali Traoré. Les statistiques des 3 dernières années ont ressorti la construction de 11 centres de santé et de promotion sociale et la dotation d'ambulances à 5 communes. Quant aux infrastructures scolaires, ce sont au total 7 collèges d'enseignement général, un lycée, un centre de formation professionnelle, 21 complexes, 10 forages et 11 latrines qui ont été réalisés. Des réalisations effectuées dans la province du Tuy ces dernières années, certes, mais les populations de cette partie du pays attendent encore le gouvernement sur plusieurs chantiers, d'où cette mobilisation. Et elles sont là ce matin pour porter leurs préoccupations devant le Premier ministre. Nous demandons la dotation du CMA de Houndé d'un appareil de cryothérapie pour les lésions précancéreuses, l'affectation d'un gynécologue, un spécialiste en imagerie, échographie et un attaché de santé en psychiatrie. La décentralisation est en marche et vous nous avez transféré les problèmes sans transférer les ressources. Nous avons énormément de difficultés avec le contrôle a priori. On souhaiterait que ce qui est décidé puisse être appliqué, c'est-à-dire le contrôle a posteriori. Parce qu'un maire, il est tenu par sa planification, il est tenu par le temps. Après avoir écouté les différents intervenants de la province, la délégation gouvernementale rassure les populations. Et cette fois-ci, c'est le ministre Éric Bougma qui se prête à l'exercice. Notre pays a un réseau routier classé de 15 000 km. Il y avait 3 000 km bitumés en 2016. Aujourd'hui, nous avons engagé en plus 2600 km. Pour les pistes rurales, le réseau de pistes fait 46 000 km.
11 000 environ étaient aménagés et nous avons engagé 4 000 supplémentaires. Le Premier ministre s'est ensuite rendu à la mine d'or de Houndé où il a pu apprécier le travail abattu. Et au terme de la tournée, le bilan est satisfaisant. Nous ferons en sorte que les préoccupations qui ont été exprimées puissent être établies en priorité, parce qu'il y a les priorités nationales dont il faut tenir compte, puissent participer à la constitution de ces priorités et permettre l'établissement du nouveau référentiel de développement que le président du FASO a commandé, un nouveau programme de développement économique et social qui permettra dans les 5 prochaines années d'amorcer le processus de restructuration de notre économie. L'étape de Houndé marque la fin de la tournée du Premier ministre dans la région des Hauts-Bassins. De Houndé, nous retrouvons la caravane du PNDS à Dédougou. Elle y a marqué une halte pour faire le bilan des acquis engrangés en 4 années de mise en œuvre du référentiel du développement au Burkina, avec un accent sur ceux de la région de la boucle du Mouhoun. Yves Ramba et Hélène Sebogo pour le point. Le développement inclusif et participatif en marche dans la commune de Dédougou. Après 4 années de mise en œuvre du programme national de développement économique et social, voici venue l'heure du bilan au cours de cette conférence publique. Ces réalisations sont articulées autour de 3 axes du plan communal de développement arrivé au PNDS. J'en veux pour exemple la réalisation et l'équipement d'infrastructures sanitaires, notamment le centre hospitalier universitaire de Dédougou, la construction d'un marché de bétail à vocation sous-régionale à Kari, l'aménagement de 2 bas-fonds à Fakouna et à Massala et d'un bouli à Kamadena. Cette rencontre d'échange est donc un exercice de redevabilité porté par le mouvement Le Changement, c'est moi d'abord. L'objectif général de la caravane, c'est d'amener d'abord les populations à s'approprier les réalisations du PNDS, mais aussi les offrir l'occasion de pouvoir éventuellement avoir des réponses à leurs nombreuses interrogations sur les réalisations qui n'ont pas pu être effectuées, mais aussi l'opportunité pour eux de poser leurs doléances éventuellement pour les actions futures du gouvernement. C'est une des rares fois qu'on voit effectivement des organisations de la société civile qui s'intéressent aux aspects positifs des réalisations qui se font dans le cadre du développement de notre pays, mais en tenant compte effectivement de 3 défis majeurs que notre pays traverse. C'est le défi sécuritaire, c'est le défi de la fronde sociale et c'est le défi sanitaire. Les perspectives et préoccupations relevées au cours de ces échanges serviront à l'élaboration de nouveaux référentiels de développement. La caravane du PNDS, étape de la boucle du Mouhoun, se poursuit dans la commune rurale de Tchériba. On en vient au verdict de l'affaire dite des 70 millions. Le magistrat Sawadogo et Sieur Alassane Baguia écope de 24 mois de prison, dont 12 mois avec sursis. Le compte-rendu du procès avec Kassoum Tony et Lambert Soma. Il est un peu plus de 8 heures quand le procès démarre. Après les exceptions de procédure de la défense, l'interrogatoire des accusés, du plaignant et des témoins place aux réquisitions du parquet ainsi que les plaidoiries des avocats. À 23h, le verdict tombe. Le magistrat Nassis Sawadogo et l'homme d'affaires Alassane Baguia sont reconnus coupables de tentative d'escroquerie et condamnés à 24 mois de prison, dont 12 fermes et 12 de sursis et 1 million d'amende. C'est une grande surprise pour moi parce que nous avions tout au long de ce procès démontré que la manœuvre frauduleuse, qui est considérée comme un des éléments constitutifs du délit de tentative d'escroquerie, n'avait pas été prouvée par le parquet. Tout au plus, on peut reprocher à mon client des mensonges, mais pas de manœuvre frauduleuse ayant pu conduire le tribunal à reconnaître sa culpabilité pour ce qui concerne ce délit-là. Alassane Baguia et Nassis Sawadogo ont été relaxés pour les faits de diffamation à l'encontre de Dieudonné Bonkungu, Émile Zerbo et Daouda Kwanda. Ce verdict est en deçà de ce qu'attendait l'avocat du maire de la commune de Ouagadougou, qui est le plaignant. Pour ce qui concerne donc
la peine, 12 mois, 24 mois dont 12 fermes et 1 million de francs fermes. Bon, là il faut dire que l'appréciation de la peine quant à sa gravité, il faut relativiser. Voilà, nous estimons donc qu'au regard des comportements, c'était très grave. Mais il estime que la tenue de ce procès est une victoire pour la justice burkinabé. Et toutes les fois donc que nous avons posé le problème et toutes les fois que notre interlocuteur, autorité de police judiciaire, autorité de poursuite, s'est rendu compte qu'un magistrat est en cause, tout le monde s'est rétracté, tout le monde s'est dit, écoutez, laissez tomber cette affaire, ça ne va jamais aboutir, vous allez vous brûler les ailes. Ça a un moment même enlevé en moi ce plaisir d'être avocat. Ça a enlevé en moi le plaisir d'appartenir donc au monde judiciaire. Mais aujourd'hui, je vois qu'on a pu tenir le procès. Toutes les parties ont 15 jours pour faire appel de cette décision. Médecine traditionnelle et moderne, quelle collaboration? Une étude commanditée sur la question révèle que 70% des praticiens du Centre-Est ont une autorisation d'exercer mieux. Ils travaillent en parfaite intelligence avec la médecine moderne. Sur cette enquête d'opinion, nous en savons davantage avec Hassan Gebré et Tanga Kafandou. Les agents de santé et les praticiens de la région du Centre-Est prennent connaissance des résultats de l'enquête d'opinion menée dans le but de renforcer l'intégration de la pharmacopée dans le système de santé moderne au Burkina Faso. Une enquête commanditée par la structure d'interface entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle du Centre hospitalier régional de Tenkodogo. De ces enquêtes, il ressort que plus de 70 praticiens ont leur autorisation d'exercer au Centre-Est et travaillent en parfaite harmonie avec la médecine moderne. Les trois médecines sont complémentaires et beaucoup d'événements ont pu en tout cas nous convaincre en cela, notamment l'avènement de la pandémie du Covid, où tous les acteurs se sont mobilisés et chacun à travers en tout cas ses initiatives, ses perspectives, pour qu'ensemble nous puissions donner en tout cas un coup de pouce pour bouter cette maladie hors de notre pays. Les travaux de restitution à cet atelier permettront de faire des recommandations pour la mise en œuvre effective des structures d'interface. Il y a une feuille de route qui va être définie, qui va définir le protocole de travail, quel sera le statut en tout cas des praticiens au sein du CHR, comment est-ce que les recettes vont être gérées, comment les médicaments de la médecine traditionnelle vont être dispensés. L'initiative de la mise en place des structures d'interface entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne est soutenue par la CAMEC, la centrale des médicaments génériques. Le centre hospitalier régional de Tenkodogo et le centre hospitalier universitaire régional de Wayugia sont les centres pilotes. Dans la riposte au Covid-19, la République fédérale d'Allemagne se montre solidaire du Burkina. Des dispositifs de lavage de mains, de protection, des spots radiophoniques ont été remis au ministère en charge de l'assainissement. Un geste d'une valeur de 17 millions de francs CFA destiné à 4 communes. La remise du don a eu lieu en présence de Daouda Ouattara et Issa Kanana. Lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. La République fédérale d'Allemagne accompagne les efforts du gouvernement. À travers la GIZ, elle fait don de matériel de protection au profit des communes de Dano, Djebougou, Oundé et Toma. D'une valeur de plus de 17 millions de francs CFA, ce don se compose entre autres de spots radiophoniques, d'affiches de sensibilisation, de dispositifs de lavage des mains et des masques de protection. Cette remise de matériel n'est qu'une première étape. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que la coopération allemande, à travers le programme eau et assainissement mis en œuvre par la GIZ, apporte un appui financier plus important de 350 millions d'euros au plan d'action de lutte contre le Covid-19 du ministère de l'eau et de l'assainissement. J'exhorte donc les maires des communes bénéficiaires ici présents à veiller au bon usage du matériel au grand bonheur des populations de leurs ressorts territoriaux respectifs en particulier et de tous les habitants en général. Un lot de matériel qui vient renforcer les capacités des communes bénéficiaires
dans la lutte contre le Covid-19 au niveau local. Les matériels ici présents vont nul doute contribuer à renforcer notre dispositif de lutte contre la propagation de la maladie dans nos différentes communes. Je puis ici vous rassurer que toutes les dispositions vont être prises par les différents maires pour en faire bon usage. La remise de ce lot de matériel de protection s'inscrit dans le cadre de la 5e phase du programme eau et assainissement de la GIZ. Un programme dont les communes de Dano, Djebougou, Oundé et Thomas sont bénéficiaires. Avec une souscription de 6 000 francs CFA l'hectare, les producteurs de maïs des régions de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest et de l'est se verront dédommagés à hauteur de 130 000 francs CFA en cas de sécheresse, prévoit l'assurance agricole en expérimentation dans les 3 régions. Les mécanismes du projet de gestion des risques agricoles ont été expliqués aux acteurs du monde rural de la région de l'est. Le reportage de Mathias Nikiema et Ibrahim Sanou. Les producteurs des régions du Moun, du centre-est et de l'est peuvent désormais assurer leur production de maïs. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet de gestion des risques agricoles et alimentaires PRA. Cet atelier se veut un cadre pour susciter l'adhésion des acteurs à cette trouvaille du ministère en charge de l'agriculture. Ça court les risques sécheresse. Une fois que l'événement s'est produit, le producteur est indemnisé. Et la prime, je signale que la prime coûte 12 000 francs environ. Et la bonne nouvelle pour les producteurs, c'est que le gouvernement a pris un décret le 22 juillet passé pour subventionner cette prime à 50%. Donc au lieu de payer 12 000 francs par hectare de maïs, le producteur donc paye 6 000 francs. Et si l'événement s'est produit, il est indemnisé à un maximum de 130 000 francs. Un projet salué par les bénéficiaires, car 53% des baisses de rendement au Burkina Faso sont dues à la sécheresse ou à l'insuffisance des pluies. Je pense que ce projet est le bienvenu, car c'est au moment où on souhaitait avoir un accompagnement au regard des changements climatiques qu'on vit actuellement. Nous pensons que c'est une très bonne chose et c'est la bienvenue. Les producteurs de la région de l'Est ont jusqu'au 28 août pour souscrire à l'assurance agricole. Ce projet est mis en œuvre avec le partenariat de la SONAR IARD et avec l'accompagnement technique de la mutuelle marocaine d'assurance agricole. Commémoration de la journée nationale de l'arbre, on en reparle dans ce journal avec un panel qui a réuni étudiants de l'université Aube Nouvelle, botanistes et chercheurs autour du thème de la 2e édition de la JNA, Arbre, santé et résilience climatique. Compte rendu du panel est signé de Bernard Kombelem et Isia Kanana. L'arbre a une importance considérable, aussi bien pour l'homme que pour son environnement. Tout en lui apportant des soins de santé, l'arbre joue un rôle dans la résilience au changement climatique. Conviction partagée par les participants à ce panel. Un seul arbre peut fournir tout cela, des aliments, des médicaments, des produits cosmétiques, des produits artisanaux. Donc si on ne sait pas gérer cet arbre, vraiment sa survie est menacée. Cette conférence se veut donc un cadre d'échange entre chercheurs en vue d'améliorer la gestion de l'arbre et partant de l'écosystème. Un écosystème menacé par les changements climatiques et les pressions anthropiques. Nous aurons une intervention sur un panel sur le rôle de l'arbre dans la médecine traditionnelle humaine et animale dans 2 zones climatiques différentes. Ça nous permettra de voir avec les changements climatiques comment l'arbre agit dans le Sahel ou dans le sud du pays et aussi le rôle de l'arbre dans les paysages agraires. Qu'est-ce que l'arbre apporte dans les champs tout en protégeant les cultures, tout en répondant aux besoins des populations. Ensemble, nous allons voir comment pouvoir gérer tout cela, satisfaire les besoins des communautés et aussi protéger notre environnement. Ce panel se tient dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre, célébrée le 8 août dernier sous le thème « Arbre, santé et résilience climatique ». Et de ces échanges sortiront des conclusions à mettre à l'actif de la recherche afin de préserver la biodiversité, de l'avis du représentant du ministre en charge de la recherche.
L'ambassade de Cuba au Burkina rend hommage aux pères de la révolution cubaine. C'est à travers une exposition photo qui retrace la vie de Fidel Castro et bien d'autres activités. Rasmane Zundi et Isia Kanana. Face à face entre deux révolutionnaires, le Burkinabé Thomas Sankara et le Cubain Fidel Castro. Ici, une image de la prise de pouvoir à Havane par les révolutionnaires cubains. Nous sommes à une exposition photo organisée par l'ambassade de Cuba au Burkina Faso. 15 photos inédites et méconnues du public exposées ici au Musée national. Une exposition qui retrace les différentes facettes de la vie de l'homme qui aura marqué un tournant décisif dans l'histoire politique de l'île de Cuba. Exhibition de photos de différents moments de la vie de Fidel Castro, particulièrement des premières années de la Révolution. On pense que c'est un petit hommage à un grand homme. El commandante pour certains, l'homme multidimensionnel pour d'autres, Fidel Castro a participé à toutes les actions entreprises pour la défense de son pays. Un combat qui lui a valu 15 ans de prison, un parcours plein d'expérience apprécié par plus d'un. Je retiens seulement qu'il a, jusqu'au jour d'aujourd'hui, au moment où il repose en paix, il continue d'insuffler des patriotes de tous les continents, et notamment de notre continent. Et quand on parle de Fidel Castro, on voit derrière ces continuateurs qui sont les Thomas Sankara et autres. Il a été guidé par cette humanité, par cette volonté de lutter, de combattre pour plus de justice pour son pays, Cuba, pour plus d'égalité. Et son combat a eu un tel ancrage que le combat de Cuba va au-delà des frontières. Cette exposition photo du père de la révolution cubaine s'étend sur une semaine et est ouverte au public. Vous l'aurez compris, nous sommes de plein pied dans la page culture de ce Midi Magazine. Amadou Marcel To, bonjour et bienvenue. Christine, bonjour. Avec nous sur ce plateau, un styliste de renom, Sébastien Bazemo, qui n'est plus à présenter. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Christine. Alors, votre actualité, c'est le changement d'identité annoncé pour le 28 août prochain. On va y revenir. Avant, Amadou Marcel To vous a rencontré dans votre univers de création. Exactement, Christine. Après 20 ans de carrière, Bazemse annonce une batterie d'innovations pour promouvoir davantage son savoir-faire avec le Coco Dunda. Une nouvelle identité de la maison est annoncée pour le 28 août prochain. Vous l'avez annoncé. L'information a été donnée jeudi dernier à la presse. Nous sommes allés à sa rencontre dans ce reportage. 2020, la marque Bazemse devient Sébastien Bazemo. Derrière cette nouvelle appellation se dessine une nouvelle identité pour le créateur de mode, aussi bien dans la création que dans les matières premières utilisées. Après 20 ans de création, Sébastien Bazemo entend réinventer davantage le textile burkinabé sur une autre dimension, mais toujours dans la continuité du Coco Dunda. Le Coco Dunda et Sébastien Bazemo, c'est un mariage qui n'est pas prêt à s'arrêter. Maintenant, nous envisageons plus à faire même le coco bio. Ça veut dire travailler dans le faso d'Anfani, faire tisser les pagnes faso d'Anfani et les mettre dans la teinture, dans la teinture coco dunda. Donc avec la teinture bio, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on parle beaucoup d'écologie et tout ça, et nous, on veut atteindre ce niveau où nos produits sont faits bio et qui sont vendus à l'international. Et pour mieux se positionner à l'échelle internationale, Sébastien Bazemo privilégie dorénavant l'esprit d'entrepreneuriat et avec lui, la valorisation des produits et de la main-d'œuvre locale. La maison Sébastien Bazemo, c'est devenu une entreprise normale. Et je pense que c'est une entreprise qui veut faire avancer les choses, faire avancer la mode burkinabé. Et la mode burkinabé, c'est faire avancer toutes ces femmes qui sont derrière moi, qui travaillent avec moi, pour que notre culture artisanale, par exemple, soit reconnue à l'international. C'est vrai qu'elle est connue, mais pour nous, c'est de l'amener plus à l'international encore. Voilà.
très bientôt, vous aurez une boutique en ligne, Sébastien Bazemo. On n'aura pas besoin de se déplacer pour acheter. Même étant ici au Burkina Faso, étant à Bobo, étant à Koudougou, on pourra acheter en ligne. Donc pour nous, c'est un grand changement et c'est une grande ambition qu'on nourrit. Certes, le Koko Dunda sera remodelé, mais gardera toute son authenticité et son originalité pour les besoins du marché, selon le promoteur. Que vous aurez le Koko Dunda qui est fait avec le pain tissé burkinabé. Ça veut dire le pain tissé, ce n'est pas le pain tissé que vous trouvez lourd. On a une manière de tisser le pain qui sera très léger et que le Koko Dunda, ça peut dire tout sera fait main ici. Ça veut dire le tissu viendra d'ici, la teinture viendra d'ici. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'aura pas le coco basique qu'on a l'habitude de voir. On aura ça, oui, pour une certaine clientèle. Mais pour dire que si on veut aller à l'international, il faut qu'on parte avec un produit typique burkinabé. Ça veut dire tout est fait made in Burkina Faso et qui valorise aussi les drapeaux du Burkina Faso. De Anse Couture des années 2000 à nos jours, la nouvelle identité de Bazem C sera dévoilée le 28 août prochain. Date d'inauguration de son nouvel atelier showroom. Retour sur ce plateau, Bazem C ou Sébastien Bazemo, dites-nous pourquoi un changement après 20 ans de carrière. Merci pour la question. Déjà, 20 ans, c'est comme je le dis, 20 ans, c'est pas 20 jours. Et pour moi, je pense que 20 ans après, on s'est dit, on a parcouru un chemin. Et il faut maintenant se lancer d'autres défis. Et d'autres défis, pour nous, c'est le changement du nom de la maison. Bazem C, on peut dire que c'était une marque. Bazem C, c'était une marque, mais aujourd'hui, la maison Bazem C décide de porter le nom du créateur. Parce que quand vous remarquez, toutes les grandes maisons de mode en Europe ou en Afrique, ils portent le nom du créateur. Et je veux parler aujourd'hui de Yves Saint Laurent, c'est le nom du créateur. Gilles Touré, c'est le nom du créateur. Alpha, c'est le nom du créateur. Même Pathéo, c'est le nom du créateur. Donc Bazem C, c'est vrai que c'est Bazemo, on dira, mais qui n'est pas complet, qui n'est pas le nom entier. Donc pour moi, c'était logique que aujourd'hui, vu tout ce travail qu'on mène derrière, que la maison Sébastien Bazemo mène derrière, surtout que je suis à la base de tout, que ce soit les créations des modèles, les créations de même le corps, parce que nous avons des couleurs que nous envisageons travailler avec, qui sont des couleurs typiques de la maison. Et tout ce travail est fait par Sébastien Bazemo et on a jugé bon de changer le nom et de porter le nom du créateur au devant de la scène. Alors, il n'y a pas que le changement de nom, vous avez annoncé plusieurs changements. Qu'est-ce qui va concrètement changer dans votre manière de faire? Mais qu'est-ce qui va complètement changer? Ça veut dire aujourd'hui, Sébastien Bazemo, par exemple, c'est une maison de mode. Et quand on veut une tenue Sébastien Bazemo, on peut ne pas se déplacer parce qu'aujourd'hui, nous, on envisage de faire le e-commerce. Le e-commerce, aujourd'hui, on aura une boutique en ligne de la maison Sébastien Bazemo. Donc, les gens n'auront pas forcément à se déplacer. Parce que d'habitude, on a souvent du mal à envoyer des tenues à des gens qui sont à l'extérieur, qui veulent forcément porter nos créations, mais qui n'arrivent pas. Mais aujourd'hui, on met tout on fait tout ce travail, c'est pour satisfaire nos clients et satisfaire de nouveaux clients qui vont vouloir porter du Sébastien Bazemo. Avec essentiellement le Koko Dunda comme pièce maîtresse. Pièce maîtresse de la maison. Parce que le Koko Dunda, pourquoi le Koko Dunda? Aujourd'hui, c'est une valeur sûre du Burkina. Le façon d'enfanir le Koko Dunda, il ne faut pas que nous, les créateurs, on marginalise ça parce que c'est pour nous et je pense qu'on doit mieux l'accaparer, mieux travailler avec et aider, par exemple, nos mères qui travaillent. Parce que aujourd'hui, on parle de l'artisanat burkinabé, mais je pense que c'est nous qui sommes devant et c'est nous qui pouvons valoriser cet artisanat. Et vous avez passé 20 ans à valoriser, ou une dizaine d'années à valoriser le tissu. Aujourd'hui, quel regard? Je me rappelle qu'il y a 4 ans, je vous ai rencontré. Vous avez dit que non, votre plus grand souhait, c'est de voir le président du Faso porter le Koko Dunda. C'est fait aujourd'hui. Oui. Alors, satisfait ou pas? Oui, très satisfait déjà que le président, parce que pourquoi? Pour moi, c'était important parce que je pense que
quand le président porte une tenue, toute son équipe derrière va le suivre. Et aujourd'hui, ça a été fait. Le président l'a porté et il a amené tout son ministère à adopter le Cocodonda et le Faso d'Anfani. Donc, il faut dire déjà, c'est comme je le dis à chaque fois, le président, c'est le premier mannequin du Burkina. Et pour nous, c'est l'image du Burkina Faso. Donc, quand il porte quelque chose, dis-toi que ce truc ne peut qu'aller loin. Mais finalement, est-ce que le pain même n'est pas victime de son succès quand on voit un peu partout dans la ville et il y a beaucoup de gens qui portent le Cocodonda? Est-ce que cela ne porte pas finalement un coup à Bazemse? Que dis-je, Sébastien Bazemou? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés pour ce qui est du pain Cocodonda. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de problèmes, même pour la piraterie du pain qui est contrefait ailleurs, je ne dirais pas le nom des pays. Mais aujourd'hui, ce qui est important, si vous l'avez remarqué, le ministère de l'Artisanat est en train de se battre pour labelliser ce pain. Oui, ça a été un travail qu'on a eu à discuter beaucoup. Et même, ils m'ont même rencontré avant d'aller à Bobo. C'est vrai que je ne pouvais pas aller à Bobo parce que j'avais ma conférence de presse. Mais je pense que le travail que le ministère du Commerce est en train de faire, c'est déjà un travail qui m'est déjà été... On avait déjà discuté de ça. Et pour moi, ce serait un souci accompli déjà de le voir labellisé. Et ça va éviter beaucoup de choses qu'on voit sur nos marchés. Mais en attendant, est-ce que la popularité du pain n'a pas porté un coup à vous, vos affaires, vous qui avez été le premier à mettre ce pain-là en avant? Non, ça n'a pas apporté un coup parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que Bazemse a lancé le pain Cocodonda, mais ce n'était pas que Bazemse s'accapare le Cocodonda pour lui seul. Aujourd'hui, Bazemse veut que tous les créateurs burkinabés, tous les créateurs africains sachent qu'on est un produit africain, que ce soit du Burkina Faso, mais c'est africain. Mais tous les créateurs peuvent travailler le Cocodonda. Le Cocodonda, ce n'est pas Sébastien Bazemou. Il y a le Cocodonda Sébastien Bazemou parce que tu viens à la maison Sébastien Bazemou et tu veux faire produire ton pain et ton modèle là-bas. Mais ça a permis à Sébastien Bazemou de plus imaginer ses créations, de plus adapter ses croquis au pain coco. Et aujourd'hui, je peux dire que qui porte une tenue Sébastien Bazemou, on le reconnaît facilement. Donc, pour moi, il y a surtout la création derrière et il y a le coco, authentique, qu'on peut dire. Parce qu'aujourd'hui, on verra le coco partout dans les rues, au marché. Mais il faut chercher ce qui est le vrai coco. On a un peu pris par le temps. Un mot sur l'activité prévue le 28 août prochain. L'activité prévue le 28 août prochain, c'est pour lancer la nouvelle identité. Parce que je sais que tout le monde attend de voir le nouveau logo, le nouveau visage de la marque. Et le 28, ce serait le nouveau emblème de la maison Bazemse et montrer la dernière création, la dernière collection de Sébastien Bazemou qui est un hommage à mes débuts au bord de la lagune Ébrié. Donc cette collection va s'appeler Aizi qui parle de la lagune Ébrié. Donc c'est une manière pour moi de reconnaître d'où je suis né et où j'en suis aujourd'hui. Avec ces changements, est-ce qu'on doit s'attendre à de la surenchère au niveau du Cocodonda? Mais c'est vrai que il faut s'attendre aux surenchères parce qu'il faut nourrir nos mamans parce qu'elles vont faire du boulot. C'est ça que j'ai dit. Aujourd'hui, il y a des pains qui nous est imposés d'ailleurs, mais on paye ça cher. Mais pourquoi ne pas payer l'artisanat, même si on paye cher, mais on sait que cet argent reste chez nous ici. Okay. Merci à vous pour toutes ces informations et surtout merci pour cette tenue, Amadou, Marcel To et moi. Et bon vent à vous. Merci. Place à la page sport de ce Midi Magazine. Alors, je reçois sur ce plateau, comme d'habitude, Jérôme Tiendrebego. Bonjour. Bonjour, Christine Koulibaly. Avec nous, un invité également. Alors, aujourd'hui, Christine Koulibaly, on va parler des occupations des enfants pendant les vacances. J'imagine que si vos enfants ont au moins 3 ans, comment vous les occupez pendant les vacances?
Quelques cours à domicile et c'est le plus souvent la télé et les jeux. Il y a une panoplie d'occupations. Il y a beaucoup qui font, vous entendez parler des camps vacances, il y a camps vacances cuisine, camps vacances musique, il y a même camps vacances conduite de drone. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement de camps vacances sport. Football, basket, handball, natation et tout. Et ça, c'est la période, ça se passe un peu partout, que ce soit à Ouagadougou ou ailleurs dans le pays. Et c'est un dossier qui nous est signé par Salif Belem et Abdoulaye Kabouri. Ils sont heureux d'apprendre à jouer au basketball, ces Bambais. Chaque vacances, ces enfants se font inscrire par leurs parents au camp vacances basket. Ils y apprennent quelque chose. Tu as appris quoi? J'ai appris à jouer et la passe. Après quelques jours, vous avez constaté vous-même il y a quelque chose qui s'est passé. Les enfants apprennent vite, c'est d'abord des enfants, donc du coup ça rentre beaucoup plus facilement que chez les adultes. Mahmoudou Zougrana, lui, est un promoteur de camp vacances basket depuis une vingtaine d'années sur différents plateaux à travers le pays. L'objectif exact depuis 22 ans, comme je l'ai dit, c'est d'occuper sainement les enfants pendant les vacances. Et occuper les enfants pendant un mois et regarder comment les enfants s'épanouissent. Ils travaillent en catégorie, en âge, et ça les permet d'être des camarades et vraiment de bien s'intégrer dans le basket. Après ce camp, nous allons à Kaya et à Dédougou pour travailler les enfants déplacés. Il y a des enfants déplacés qui sont là-bas, qui aussi auraient besoin peut-être de faire du basketball, mais ils n'ont pas les moyens. Il n'y a pas que le camp vacances basket. Il y a aussi d'autres disciplines sportives qui occupent les enfants, notamment le football. Nous sommes sur le terrain de l'ONEA. John Pardavan encadre des enfants pendant chaque vacances. Ils viennent de partout pour acquérir les b.a.-ba du football. Et Pardavan, c'est ce qu'il doit leur apprendre. Généralement, les gens jouent dans les quartiers, c'est bien vrai. Mais s'ils sont bien encadrés, ils vont suivre les exercices un peu, pour pouvoir s'améliorer. Et puis, parmi ces derniers, nous pouvons trouver beaucoup de talent et surtout des parents qui sont vraiment prêts à accompagner les enfants. C'est ce qui nous motive généralement à vouloir donner ce que nous avons aux enfants. Presque tous les espaces libres sont pris. Tous les moyens sont bons pour occuper les enfants. Nous sommes dans l'espace vide jouxtant la maison de la jeunesse et de la culture Jean-Pierre Guignané. Dans le bas quartier, les jeunes veulent vraiment s'exercer au métier, c'est-à-dire apprendre le football. Mais s'il n'y a pas un cadre pour pouvoir ouvrir ça à ces jeunes-là, ils vont faire comment? Donc c'est pour ça, quand Vacances Pousse est venu à l'idée de pouvoir aider les jeunes du bas quartier. Malgré tout, les futurs footballeurs semblent être à l'aise. Je maîtrise bien ce qu'on nous a appris. J'ai appris à conserver le ballon, à faire les passements de jambes et à bien jongler. Le technicien est dévoué. Il leur apprend l'essentiel du football. On arrive à avoir certains talents. Et on a des enfants même qu'on a déjà orientés même au Ghana. Et il y a d'autres aussi qui sont dans le club. Il y a un même qui joue l'équipe nationale cadet cette année. Et il est avec le coach des étalons. Et actuellement, c'est un enfant de 2014. Et actuellement, il est avec la Sonabel A. Donc pour prendre un peu de forme. L'organisation du camp vacances n'est toujours pas aisée. Le vrai problème que nous trouvons aujourd'hui, c'est les installations. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de plus d'espace. Comme vous voyez aujourd'hui, tous les lieux de sport aujourd'hui sont occupés par des maquis, les coins, vous voyez, c'est difficile. Et donc, ce souci qu'on a, c'est de vraiment, si on arrive à avoir des espaces bien aérés, où il n'y a pas vraiment d'incidents, ça nous arrange beaucoup. Vivement que ces vacances foot ou basket, ou d'autres disciplines sportives, soient mieux encadrées pour avoir des futurs talents. Un invité sur ce plateau, Lydia Geoffroy Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors vous êtes le secrétaire technique de la relève sportive au ministère des Sports et des Loisirs. Alors on a l'impression que chacun initie son camp. Est-ce que vous avez les moyens de contrôler ces promoteurs de camps vacances sportifs? Alors je vous remercie. Et le camp vacances, nous la définissons déjà comme une activité sportive et de loisirs. Et je voudrais, avant tout autre propos, féliciter les différents promoteurs en donnant bien sûr l'objectif de ces différents camps-là. Pour dire que ces camps-là, en tout cas, contribuent à une occupation saine des enfants et un développement
harmonieux de leurs talents et une cohésion sociale, comme l'a dit M. Banet tantôt. Le ministère des Sports aujourd'hui est dans une phase de sensibilisation. Avec la nouvelle loi d'orientation, il stipule dans son article 93 que nous supervisons tout ce qui est activité sportive et de loisirs au niveau du Burkina Faso. Donc c'est une phase de sensibilisation à laquelle nous sommes d'abord. Sinon, dans le même décret, dans son article 100, il est stipulé que toute personne, tout promoteur de camps vacances devrait pouvoir en tout cas prendre une autorisation au niveau du ministère pour assurer un tant soit peu le bien-être des enfants, pour qu'on ait un œil regardant sur le contenu de la formation. Car vous le savez bien, c'est des jeunes qui sont très sensibles. Quand nous prenons les enfants, généralement pour les camps vacances, c'est de 4 à 17 ans. Et il faut, par exemple, un programme, un contenu bien adapté à chaque tranche d'enfants. Voilà. Vous prenez un camp, par exemple, où il y a 60 enfants, où on se met à les entraîner tous de la même manière. Alors que selon l'âge, il y a un contenu qui doit être adapté. Donc justement, est-ce que là, ça ne pose pas le problème des encadreurs? Parce que l'objectif est bien noble, occuper les enfants, c'est vraiment leur donner la passion même de la chose sportive, mais est-ce que derrière, vous avez les moyens, je veux dire, d'aller souvent faire des contrôles inopinés pour voir déjà le niveau des encadreurs? Parce que on sait que la question des enfants est très, très sensible. Je vous remercie, M. Tenbego. Alors, les moyens, nous l'avons parce que c'est une des missions du ministère, la supervision des activités, comme nous l'avons dit. Nous sommes impliqués, mais une implication suite généralement pour l'ouverture ou à la clôture. Mais généralement, lors des clôtures, nous faisons des suggestions, nous faisons des rapports où nous demandons en tout cas à ces différents promoteurs-là de passer au ministère pour bien sûr bénéficier de l'appui technique, l'appui conseil qui est gratuit. Et je voudrais profiter également de lancer un appel à tous les promoteurs sportifs de travailler en synergie d'action avec les différentes fédérations, de travailler avec le ministère des Sports et des Loisirs pour un meilleur développement de l'enfant. Alors, M. Ouedraogo, merci pour toutes ces informations. Jérôme Tendrebogo, on va encore évoquer les élections dans les fédérations sportives. Oui, depuis quelques mois, on ne parle que de fédération à chaque fois qu'on est reçu sur ce plateau et le dénouement n'est pas loin. Déjà dans quelques fédérations, c'est déjà OK pour les élections. Ça a commencé aujourd'hui. Au niveau de la boxe, c'est M. Jérémy Bouda qui est président de la fédération de boxe. Il a été élu avec 35 voix sur les 37, 2 bulletins nuls. Donc, il succède à M. Kone, donc qui ne s'est pas, qui n'était pas candidat. Au niveau des sports équestres, le candidat solitaire également, M. Rachid Nakoulma a été plébiscité, 100% des votants. Également, ça passe pour M. Denis Nanema au niveau du tennis de table, le ping-pong. Lui aussi, il passe avec 15 votants, 15 voix sur 15 pour un troisième mandat. Il faut dire que M. Nakoulma, c'était son deuxième mandat. On attend les résultats du cyclisme. Les acteurs du cyclisme sont en conclave actuellement. Donc, pour sortir le vainqueur entre Yasne Manawé Sawadogo et M. Amédé Beremoudou, également du côté de Manga, les tennismen sont en conclave. En tout cas, ça a commencé aujourd'hui, ça se poursuit demain. Et bien entendu, la grosse attente, c'est le week-end prochain, le week-end du 22, où la Fédération burkinabé de football sera du côté de Bourg-du-Lasso pour désigner qui de Lazare Bansé ou de Amadou Traoré sera vainqueur donc, de l'élection présidentielle pour conduire au destiné de la fédération pour les 4 années à venir. Alors Jérôme Tendrebogo, on vous retrouve lundi à 21h dans Intégral Foot. Intégral Foot donc qui sera très très fourni avec un focus. On va continuer avec nos focus USFA, l'US Forces Armées et l'ASFA Yenenga. Également, on va parler de la Super Coupe AGSB, la 23e édition qui va se jouer à Pau sous le très haut patronage de son Excellence M. Rochma Christian Kaboré, président du FASO. Donc, et on va également voir, je vous parlais tantôt de l'élection à la Fédération burkinabé de football. Oui. On va faire un portrait sur M. Amadou Traoré et un portrait sur M. Lazare Bansé pour permettre donc aux téléspectateurs de mieux les connaître. Également, un jeune burkinabé très talentueux qui joue du côté du Bayer Leverkusen. Il a un congé au Burkina Faso. Il va passer ici. Edmond Tapsoba sera sur le plateau d'Intégral Foot lundi. Voilà un bon programme à ne surtout pas rater. À ne pas rater. Sous le coup de 21h sur la télé. Alors, un mot de l'actualité internationale pour finir ce journal avec l'Europe qui connaît un rebond de la pandémie du Covid-19. Un rebond qui amène plusieurs pays à durcir les mesures préventives.
Face à l'aggravation de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement espagnol a annoncé ce vendredi une série de mesures, notamment la fermeture de toutes les discothèques du pays et l'interdiction de la cigarette dans les espaces publics extérieurs où la distanciation physique n'est pas possible. L'exécutif a également appelé les Espagnols à éviter les rassemblements de plus de 10 personnes et a mis en garde plus particulièrement la jeunesse contre les soirées alcoolisées. Le nombre de cas de contamination a atteint jeudi son plus haut niveau depuis la levée du confinement dans le pays il y a 7 semaines. La France, elle aussi, est confrontée à un rebond des contaminations. En conséquence, le Royaume-Uni a décidé d'imposer une quatorzaine à toute personne arrivant du pays. La mesure sera appliquée dès samedi, ce qui a causé une grande confusion dans les ports et aéroports français. De nombreux Britanniques ont cherché à rentrer chez eux pour éviter les 2 semaines d'isolement. Quand je cherche à réserver un ferry, tout est plein. Je ne sais pas si j'y arriverai. On ne sait pas si on peut monter dans un train, on ne sait pas si on peut monter dans un ferry, on ne sait même pas où on doit aller. On a essayé de prendre un ferry à Dunkerque, mais on nous a dit qu'il n'y en avait pas. On voulait prendre l'Eurotunnel, mais nous n'avons pas pu monter. C'est dommage, mais je pense qu'il y a pire en ce moment et on a eu de la chance d'avoir des vacances, donc je pense qu'il faut se contenter de ce qu'on a. Avec plus de 2600 nouvelles contaminations en 24 heures, la progression du coronavirus en France est au plus haut depuis la fin du confinement. Paris et les Bouches-du-Rhône passent en zone de circulation active du virus et les préfets de ces 2 zones peuvent désormais prendre des mesures plus restrictives. C'est tout pour ce Midi Magazine. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon après-midi à tous en compagnie de nos programmes.